je suis Rocheuse à mon émission Le Rock Show. Bienvenue sur mon île en juin. Je vous parle et commence ma saison préférée d'été. Je ne peux pas dire que l'été est ma saison préférée, mais c'est ma saison préférée d'été. La saison des tilleuls. La saison de la floraison des tilleuls. Quel arbre que ce géant, avec ses bractées. Il y a une petite bractée vert doux, avec une petite feuille magnifique et des fleurs en étoiles, comme des pompons, je dirais plus, odorantes. C'est vraiment l'arbre des fées. C'est vraiment un arbre magique, le tilleul. Si vous avez la chance d'en observer, c'est superbe et de le humer. Les fleurs ont comme une petite jupe de feuilles et l'odeur du tilleul, c'est une odeur mielée, douce, profonde, une odeur d'apaisement et de merveille. En fait, c'est une odeur subtile, mais je trouve puissante. Le tilleul, c'est quand même un arbre immense et extrêmement robuste. Malgré la sécheresse qui sévit à l'extérieur, il est absolument... son panache est complètement fourni. Il n'y a pas de traces de sécheresse. C'est un arbre robuste. Il est extrêmement fort. Et c'est pas pour rien, c'est un arbre extrêmement sacré chez les Celtes, le tilleul. Et quand il fleurit, il est tellement immense que si on le déposait par terre, ce serait un seul champ complet de fleurs à lui tout seul. Il remplirait vraiment beaucoup de mètres carrés. Alors voilà, moi je m'incline devant cet arbre magique, je dirais, avec une force colossale et une très grande douceur. C'est comme une mère, en fait. Pour moi, c'est mes mères. Habituellement, quand je leur donne des noms, ils ont des noms de femmes. J'aime avoir des conversations avec les tilleuls, et j'en ai un, en fait, le tilleul du voisin, il embrasse ma galerie. Donc, quand j'écris dehors le matin, je me fais embrasser par un arbre tilleul. C'est vraiment agréable. J'ai découvert en m'installant sur le plateau de mon île, loin de mon fleuve chéri, les arbres et particulièrement les tilleuls. Et ils sont ma consolation, loin de l'eau. Je trouve ça difficile de vivre loin de l'eau, mais maintenant j'ai mes tilleuls. Mon enfance est liée à des arbres. D'ailleurs, je vais vous en reparler des arbres parce qu'on n'a pas fini de parler des arbres. Et mon enfance, moi, est associée à un arbre immense aussi, très fleuri, qui a une fleur muette. C'est pas une fleur qui se sent fort, mais c'est magnifique, cet arbre. Le catalpa. Le catalpa, il y en avait partout, dans ma rue, dans ma cour, quand j'étais une enfant. Donc, c'est vraiment un arbre que j'associe. C'est un arbre des merveilles aussi, que j'associe beaucoup, beaucoup à mon enfance. C'est un arbre plus fragile. C'est un arbre qui est facilement déraciné par les orages. C'est un arbre fragile. Le tilleul n'est pas fragile. Et ma jeune vieillesse, donc qui commence tout juste, c'est associé pour moi au tilleul, qui est un arbre... je pourrais lui faire des vénérations. Tellement je l'aime. Alors, installez-vous confortablement sous les arbres de mon île. Choisissez-vous le plus beau, le tilleul, l'érable, pourquoi pas un frêne sauvé qui ont été soignés, ouais, ou plein d'autres arbres extraordinaires, des chênes, pourquoi pas, quand vous en avez. C'est aussi un arbre extrêmement sage. Alors, installez-vous confortablement dans cette saison des jours longs et des parfums profonds. Cette semaine, je vous fais voyager avec mon agate préférée, celle du Mont-Lyell. Cette fois-ci, elle est une porte de forêt. Elle est un champignon. Oui. Aussi étrange que ça puisse paraître. Aujourd'hui, on met en lumière une propriété de l'agate, la propriété de porosité. C'est une propriété de l'agate qui se laisse modifier par le sol où elle dort depuis des millions d'années. Les couleurs qui la caractérisent, ce sont des constituants minéraux qui sont propres au sol dans lequel elle fait son dodo. Ça doit être pour ça qu'elle est aussi belle d'ailleurs. Elle se laisse colorer, elle se laisse infiltrer. C'est étonnant pour une matière aussi dure que l'agate d'avoir une capacité d'absorption aussi grande. Elle est forte, mais elle se laisse toucher. Oh, j'adore ce symbole. Comment être fort et laisser une place à l'autre, à l'environnement qui nous entoure? Souvent, la force,
Le début de la force, parce que c'est tout un processus, la force, il y a un côté qui ferme. Il y a un côté qui impose des limites, érige des barrières aux autres et qui traduit souvent une faiblesse, en fait. C'est comme une protection. Mais c'est correct, c'est comme un processus normal, mais il y a ce rapport-là de protection. Donc, on se protège de l'autre. Mais la force, la vraie force, je suis pas certaine que ce soit ça. Ça demande une certaine porosité, en fait. Un peu comme notre Agathe est en train de nous l'enseigner. Ça demande comme ça demande d'être touché par l'autre sans que l'autre nous déstabilise, sans que l'autre modifie notre structure, sans que l'autre nous menace. La force, elle a ça. L'Agathe, elle va pas changer de structure. Elle va se laisser infiltrer par des couleurs, par des constituants. Et ça va faire d'elle une pierre unique et magnifique, avec des dessins qui lui sont propres. Mais c'est comme si nous, tout seuls, en tant qu'individus, on n'est pas fort. On est fort quand on se laisse toucher par notre environnement, par les autres, par leurs qualités, mais aussi par leurs défauts parfois, mais ça va un peu de soi. Mais la force, c'est accepter l'autre. C'est de faire en sorte qu'il y ait un mélange, une absorption. C'est sûr que ça demande du courage de se laisser toucher par l'autre, de se laisser toucher par l'environnement. Quand l'autre est une menace, quand les gens refusent l'autre, quand ils ne l'accueillent pas, quand ils ne sont pas curieux de l'autre, c'est correct, mais ça me parle plus de peur que de force. La vraie force est un peu diligence. T'sais, la vraie force n'est pas arrogance. Bref. Et souvent, quand on fouille un peu, les gens qui se ferment beaucoup, ils ont souvent un problème de racines. Ils sont menacés par les tempêtes, par les aléas de la vie, par les autres. Souvent, ils ont des blessures qui sont réelles, là. Je ne remets pas ça en question du tout. Mais ils ont oublié ou ils ne sont plus capables de faire des partenariats souterrains avec l'environnement ou les autres. Et ils ont comme oublié que c'est ce qui les aidait à rester forts, ou ils ont eu des blessures trop grandes, mais bref. Communiquer avec les racines et par les racines, c'est ça qui aide à être fort. Si on corrèle à nos arbres, c'est ce qui les maintient en vie, souvent, dans des périodes difficiles, comme des grandes sécheresses printanières, par exemple. Alors, sans infiltration, ils sont faits et on est fait. Les racines ont besoin de s'infiltrer dans le sol profondément pour être stables. Elles ont besoin de se laisser infiltrer aussi par une mycorhize, donc des filaments de champignons qui entrent carrément dans leurs racines pour créer un partenariat. Et ça assure, plus que leur survie, ça assure leur bien-être. C'est d'aller vers le bien-être. Donc, ça leur assure bien-être, le partenariat. Être fort, mais se laisser toucher. L'Agathe, les champignons et les arbres nous enseignent ça aujourd'hui. Ce sont de très bons professeurs. Aujourd'hui, on est des champignons. Donc, on est un immense organisme souterrain qui fait des partenariats avec les racines d'arbres. Là, aujourd'hui, on est le mycélium, le réseau filamentaire qui nous relie à notre arbre généalogique. J'ai choisi cet arbre-là parce qu'il est très intéressant, vous allez voir. Dans l'émission, parfois, on remonte loin. Bien, pas parfois, à peu près tout le temps, je dirais. Les roches, hein, ça a des millions et parfois des milliards d'années. Donc, on remonte avant même la préhistoire. On remonte à des périodes préhistoriques, souvent. Mais là, on est dans l'histoire. On est il y a 100-200 ans à peine. On est à fleur de peau. On est à fleur de sol. On est à fleur de forêt, tiens. Et on s'occupe de notre grand arbre de famille. Alors, on a passé le point culminant de l'année, l'Ita, qui est le solstice d'été. C'est la fête du soleil flamboyant et des jours longs.
parce que ce sont les mois les plus... voyons, pas les mois, les jours les plus longs de l'année. Et nos derniers jours ont été extrêmement beaux, presque trop. Il a manqué beaucoup de pluie. Alors, moi, je vois les signes de la sécheresse partout, là, le sol très sec. Même si il y a plu un peu depuis, c'est toujours quand même assez sec. Les arbres sont en très grande souffrance. Là. J'ai eu tellement d'arbres en souffrance. Tu sais, il manque de pluie. Donc là, je me dis, bon, peut-être qu'inconsciemment, j'avais vraiment besoin d'appeler la pluie en vous parlant de champignons. Parce que pour qu'il y ait champignons, il doit y avoir humidité. Donc, c'est une équation irrémédiable. Il doit y avoir de la pluie dans notre cœur, un peu aussi pour guérir ce qui doit guérir. Quand même. Un beau cœur humide, c'est bon pour l'âme. Alors, pourquoi je vous parle de champignons dans un podcast minéralogique? Je me réserve le droit, là. Entre autres parce que j'ai compris que cette émission, c'est surtout une émission de liens, de mettre la lumière sur des liens et que dans la nature, tout se corrèle à tout. C'est juste un écho perpétuel de merveilles. Et parce que tout se corrèle aux minéraux, puisque la Terre est une boule de roche et de plaques tectoniques, de plateaux continentaux, de ceintures volcaniques. Tout se ramène à elle, puisqu'elle est le plancher, puisqu'elle est la structure qui nous permet de marcher sur Terre. C'est notre macro. Et dans le microcosme, les minéraux sont aussi dans notre corps. Ça nous structure dans notre verticalité. Les minéraux, c'est nos os. Et c'est aussi tous les minéraux qui voyagent dans notre corps. C'est nos dents. C'est tout, en fait. Donc, dans le microcosme, on en est rempli. Et ils sont des adjuvants à la vie. Bref, nous sommes tous un peu une roche en dedans. Donc, oui, les minéraux s'accrochent dans notre rock show à toutes sortes de réflexions qui créent comme une grande toile. On est comme dans la médecine de l'araignée ici. Là. Je pense on tisse des liens entre le visible, l'invisible. Et des fois, les liens sont improbables. Mais quand on les regarde d'un petit peu plus proche avec notre loupe, on voit que ça fonctionne, en tout cas. Donc, aujourd'hui, je suis comme un mycélium. Vous allez voir, je vais m'en aller peut-être un peu dans tous les sens, là, mais voilà, je suis un champignon. Alors, moi, je vous parle des champignons par la puissance symbolique qu'exerce sur moi l'appareil d'Oli, hein, d'abord et avant tout, puisque la pierre dont je vous parle ce mois-ci est pleine de chapeaux ronds, couleur cèpe, couleur bolet, et qu'au milieu de ces petits chapeaux, il y a un portrait. Le portrait de qui, ça, je vous le dis pas tout de suite, là. C'est un secret pour l'instant. Avant de vous dire qui c'est, je vais vous parler des champignons. Hein, on va dresser la table de la forêt avant d'aller rencontrer pour un repas copieux notre archétype du mois. Je vais vous expliquer, bon, le champignon, là, c'est pas ce qu'on voit sortir de terre. Ça s'appelle un sporophore. Avant, ça s'appelait un carpophore. Bref, le sporophore, c'est ce qu'on appelle, nous, communs des mortels, champignons. C'est ce qu'on trouve au marché Jean Talon. C'est ce qui perce la terre. C'est l'organe reproducteur du mycélium. Là, je vais rallumer ma petite veilleuse sur la magie de la vie et je vais vous nommer quelques-uns de ces noms merveilleux de sporophores. Chanterelle, pleurote, trompette de la mort, amanite tumouche, amanite panthère, morille, coprin, bolet, cèpe, hygrophore perroquet, polypore blanc de neige, amadouvier ou polypore allume-feu, tramette versicolore, hydne corail. En chemin, j'ai pris ma voix de théâtre. C'est dire à quel point c'est poétique tout ça. Je pense que l'agate comme le champignon partagent le fait d'avoir des noms poétiques de contes de fées. Les deux royaumes sont des portes vers l'imaginaire, les quartz microcristallins et les champignons main dans la main avec les secrets de la Terre. Les champignons habitent justement la Terre depuis environ 400 millions d'années. Donc, ils sont presque aussi vieux que notre agate du Mont-Laïeul, finalement. Donc, ils doivent se connaître. Oui, ils doivent partager des secrets, justement, de terre. Ce sont tous les deux des immenses forces tranquilles. Les champignons, c'est fascinant. C'est ni des plantes, ni des animaux. Ils ont leur propre règne et leurs propres règles. Il y en a des mortels, il y en a des toxiques, il y en a des délicieux et il y en a des guérisseurs. Ils recyclent le bois mort, ils nettoient la forêt
Mais parfois, ils peuvent parasiter et tuer à petit feu, par exemple, des arbres qui sont vivants. Donc, ils sont dichotomiques. Je pense sérieusement qu'il n'y a pas de règne aussi bizarre et fascinant que ce règne fongique. Ils sont attirants, puis en même temps, ils sont épeurants un peu. C'est un règne qui impose le respect. C'est un règne vivant très fort, puis très intense. Parce que la barrière entre ce qui nourrit et ce qui peut intoxiquer, parfois mortellement, est vraiment très, très mince. C'est facile de se tromper. Vraiment. Donc, certains, puis faites attention si vous faites de la cueillette mycologique là, de champignons, là, c'est quand même... c'est pas à prendre à la légère. Certains ont des puissances extraordinaires. En fait, certains, je pense que tous ont cette puissance-là, mais ça, vous pourrez vous revenir là-dessus. La plupart des champignons peuvent digérer des matières toxiques et digérer le pétrole et ses dérivés. Certains, par la bande, peuvent digérer des fibres textiles synthétiques qui sont souvent faites avec des hydrocarbures. C'est quand même un problème planétaire important, la quantité de tissus, de textiles qu'on consomme et qu'on jette. On sait comme plus quoi en faire. Donc, on a découvert que infiltrer du mycélium dans des monticules de vêtements, ça permettait de digérer la fibre textile synthétique. C'est quand même complètement incroyable. Décontaminer le sol de ces hydrocarbures polluants a un nom. En fait, de décontaminer avec des champignons. C'est la mycorémédiation. Donc, le champignon, mais je dirais le mycélium. Aujourd'hui, je me réserve le droit de dire que, je réserve le droit de dire champignon pour un sporophore parce que je trouve ça vraiment plus mignon, un mot qui finit en gnon. Donc, voilà, le champignon, le mycélium, produit des enzymes qui sont capables de briser des molécules complexes toxiques et qui les transforme en molécules simples et qui les rend comme ça non toxiques. Donc, les champignons, ce sont les décomposeurs les plus puissants de la planète. Ils sont en contact avec beaucoup de mécanismes nécessaires à la santé des écosystèmes. J'ai lu une étude où on a inoculé du mycélium de pleurote dans un sol contaminé par des hydrocarbures. Tu sais, je dis ça parce qu'une pleurote, c'est un champignon extrêmement commun que tout le monde connaît et que plusieurs ont déjà mangé. Et après quelques mois, quand on a retesté la composition du sol, ça avait pratiquement disparu. Les traces de polluants avaient pratiquement disparu. Donc, il avait transformé les méchants agents toxiques en nourriture pour lui-même. Quel symbole extraordinaire! Comment faire dans notre propre vie pour transformer le méchant toxique, Dieu sait qu'on en a dans notre psyché, en nourriture bienfaisante pour nous-mêmes? Bref. Donc, les champignons, c'est des puissants transformateurs de matière. Ils sont vraiment impressionnants. À travers la mycorhize, ils entrent en partenariat avec les racines des arbres et ils infiltrent les radicelles carrément. Ils vont entrer à l'intérieur. C'est vraiment fascinant. Je vais vous mettre des liens pour des documentaires que j'ai vus, puis on voit carrément le mycélium rentrer dans la... En fait, le mycélium, c'est comme il cogne à la porte, il fait toc, 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 Madame Racine, puis-je rentrer? En général, l'arbre le laisse faire parce qu'ils vont faire un partenariat. Le champignon va aider mes gentils géants favoris qui ne peuvent pas bouger à avoir accès à de l'eau, à des sels minéraux qui vont être puisés par le mycélium et l'arbre, en échange, va donner du sucre, je crois, aux champignons. Donc, ils peuvent communiquer avec des éléments qui sont éloignés d'eux. Souvent, il va y avoir un réseau de contact entre plusieurs arbres qui vont être créés par le mycélium, entre autres. Donc, les champignons deviennent des grands communicateurs aussi, des facilitateurs de communication. C'est vraiment intéressant. Donc, les champignons sont merveilleux. Comment ils me parlent de symboles? Oui, ils m'en parlent en masse. Ils me parlent de la mort des ancêtres pas trop lointains qui vivent dans le sous-sol de notre vie, aux forêts psychiques, aux polluants extrêmes, aux terrains de nos mondes intérieurs sur lesquels ils ne posent plus rien pantoute. Ils me parlent beaucoup de généalogie. Vous allez voir. Notre agate est poreuse, notre champignon est spongieux. Ils font la même chose. Ils font la même affaire. Ils absorbent tout. Le champignon absorbe jusqu'à la radioactivité des sols où il pousse.
Et là, ça m'amène à parler à quelque chose qui semble éloigné, mais qui ne l'est pas. On a tous un ancêtre qui vit dans l'ombre. Un ancêtre qui nous a transmis des défauts immenses, des travers énormes. Parfois petits, mais en général, on s'inquiète pas trop de ça. Souvent, ce sur quoi on se questionne, c'est des choses qui sont immenses et des travers énormes et profonds. Mais parfois, on ne sait pas du tout d'où ils viennent. Parfois, on le sait, mais parfois, on le sait pas. Parfois, on se demande pourquoi on a un défaut qui appartient à personne. Tu sais, ni à notre père, ni à notre mère. Visiblement, c'est comme d'où ça vient. Eh bien, souvent, ces travers énormes, ils sont à quelqu'un d'autre. On a hérité du gène de la colère, de l'arrière-arrière-arrière-grand-mère ou de l'envie de notre arrière-grand-mère. Pas si loin. Ou du gène de la dépression de notre arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père. On ne sait pas quoi en faire. On ne sait pas d'où il vient. Souvent, ça vient d'eux. C'est bon d'être curieux dans ce temps-là. Il faut être poreux un peu. Il faut partir à la cueillette, à la chasse aux champignons, tiens. Il faut poser des questions à celui ou celle dans notre organisation familiale qui est le gardien des ancêtres. C'est qui? Comment on reconnaît cette bibite familiale? C'est souvent celui qui garde les vieilles photos de famille, qui sait reconnaître les cousins qu'on n'a jamais vus sur une photo. C'est le gardien des souvenirs. Et je dirais que la plupart des familles en ont un. En a un là, qui fouille, profondément ou pas l'arbre généalogique, mais il y en a un de qui ça intéresse. C'est souvent celui qui s'occupe des ancêtres. Vraiment. Celui qui s'occupe de nos grands-parents. Ouais. Il y en a, en général, il y en a un par famille. Mais soyez curieux du passé. C'est important de poser des questions. C'est important de savoir d'où on vient. Puis c'est important d'être curieux. Vraiment. On part à la recherche de nos arbres morts dans notre forêt pour trouver ce qui a besoin d'être transformé en d'autres choses. Le carbone dont l'arbre est constitué va retourner au sol, renourrir autre chose. Bon, ça, cette image-là, on l'entend déjà depuis tellement longtemps. Mais moi, je parle du processus. Il part d'où ce processus-là? En général, c'est les champignons qui sont des décomposeurs qui vont aller s'infiltrer et qui vont travailler à redonner à la terre le carbone. Là, si on marche dans notre forêt, on va trouver un polypore. Alors, on est heureux. Si on trouve une morille en dessous d'un grand arbre mort ou une pleurote huître, par exemple, là, on est super content. Puis si on trouve un polypore souffré, alors on tombe à genoux de contentement et de gratitude infinie envers la forêt. Puis on fait un bon souper avec un champignon qui goûte le poulet. Fait qu'on est très heureux. Parfois, on tombe... Ah, là, ça nous intéresse. Parfois, on tombe sur un sous-bois où là, il n'y a plus de vie. Tant notre terrain psychique est pollué. Là, on a une idée que quelque part, on a un ancêtre dans l'ombre, toxique, qui est en train de tout polluer. Et là, avant de fondre en larmes devant ce drame familial, que l'on pense complètement irréparable, on appelle mon archétype du mois Notre-Dame des cèpes d'Amérique. Mon esprit fait souvent des choses farfelues, et là, ils ont inventé une Sainte Vierge. Et pour moi, c'est la plus belle Sainte Vierge qui soit, parce que c'est la Notre-Dame des forêts, des sorcières, des arbres, des champignons. Des Notre-Dame, là, il y en a des centaines. Des noms de villes, des noms de basiliques, des noms de cathédrales, whatever, il y en a plein. Notre-Dame des Champs, Notre-Dame de la Guadeloupe, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame des Sept Douleurs, Notre-Dame des Neiges, Notre-Dame des Prairies, Notre-Dame des Bois, Notre-Dame du Portage, Notre-Dame des Pins. Alouette. Elle a des noms presque aussi divers et poétiques que l'agate et les champignons, finalement. Ils sont fous, là. C'est super corrélé, tout ça. Donc, elle est partout à la fois, en plus, cette dame. C'est à croire qu'elle a un mycélium. C'est une facilitatrice. Moi, je suis pas très chrétienne. Cette doctrine-là est beaucoup trop rigide pour moi pour que je puisse m'intéresser à ça ou même y adhérer, là. Mais j'adore Notre-Dame. J'adore la Vierge. Parce que la Vierge, bon, c'est peut-être la maman de tout le monde. Et que moi, j'ai plus la mienne depuis longtemps. Donc, tu sais, voilà. Et pour moi, elle est devenue... J'en ai fait finalement une déesse chrétienne.
je lui ai accordé une très, très grande, un très grand pouvoir de bienveillance. Moi, moi, elle va au-delà du symbole qu'on lui attribue. Elle est amour infini, sans jugement et guérison infinie. Elle peut accepter tout de nous. Moi, mon intuition me dit, la chrétienté comme on la connaît, ouf, les évangiles super hiérarchiques qui ont été choisis par un empereur pour bien manipuler son peuple, oui, mais en même temps, il y a tellement d'autres enseignements qui ont été carrément éclipsés, qui devaient être probablement, peut-être même plus proches de la nature, qui sait. Mais pour moi, la Vierge ou la Notre-Dame englobe un aspect maternel et bienveillant de la divinité qui va au-delà du principe catholique. Elle protège, elle écoute, elle guérit, probablement bien au-delà de toute forme de confession. Bref, en tout cas, ma Notre-Dame des Cèpes est guérie. Elle guérit ce qui semble ne pas pouvoir guérir. Moi, j'ai une affection toute particulière pour Notre-Dame de Lourdes, puisque le seul voyage outre-mer que j'ai fait dans ma vie, c'était à Lourdes, avec ma grand-mère. C'était un trip, je dirais, plus mystique et magique que religieux. Je me suis baignée, par exemple, dans l'eau miraculeuse, celle qui guérit le corps, supposément, qui fait des miracles physiques. Notre-Dame de Lourdes, pour moi, c'est comme Notre-Dame des sources magiques. Donc, on pourrait l'appeler aussi, je sais pas, Notre-Dame de la guérison, Notre-Dame de l'eau. Les Notre-Dame sont associées à ma grand-mère. Et ma grand-mère, c'est l'une des personnes les plus importantes de ma vie. Fait que peut-être que finalement, Notre-Dame, c'est ma grand-mère. En tout cas, si je suis qui je suis aujourd'hui, c'est grâce à cette femme. Ma part de lumière, c'est elle. L'émerveillement, c'est elle. Cette émission-là, c'est beaucoup moi, là, mais c'est aussi elle. Elle est jamais loin quand j'écris. Quand je vous parle, je suis sûre qu'elle est à côté. Elle doit commenter dans l'invisible. Si je connais le nom des fleurs par cœur, si je suis curieuse des humains que je rencontre, j'en rencontre beaucoup dans ma vie, mais je leur pose à peu près 20 questions officielles. C'est grâce à elle. Si je parle avec les ancêtres, c'est grâce à elle. Si je suis un peu sorcière, c'est grâce à elle. Même si c'était une grande chrétienne, moi je l'appelais ma sorcière chrétienne. Alors j'ai un grand respect pour toutes les Notre-Dame de ce monde, aussi païennes que je puisse être. Parce que Notre-Dame est une déesse que je comprends. Parce que je la connais depuis longtemps. Parce qu'elle fait partie de ma vie depuis que je suis née. Je lui ai enlevé son carcan religieux, puis elle est devenue une déesse quotidienne. Ouais, je l'aime beaucoup. Alors, sur cette toute petite Agathe du Mont-Layeul, il y a ma Notre-Dame des Cèpes. Vous pouvez lui demander son aide pour dépolluer vos terrains psychiques et familiaux les plus ombrageux. Elle n'a pas peur de ça. Elle pardonne tout et elle vous permet de revenir à la source avec vos ancêtres. Les gens durs et terribles ont en général une histoire dure et terrible quelque part cachée. Des blessures presque insurmontables parfois, des déceptions sans nom, des blessures d'amour. Et malgré la mort, on peut s'en occuper. Si on n'a pas le goût de s'en occuper parce que c'est trop sombre, c'est trop difficile ce qu'on a à gérer avec nos ancêtres, qu'à cela ne tienne, on demande à Notre-Dame des Cèpes de le faire pour nous. Si on ne le fait pas concrètement, si tu parles pas aux ancêtres tous les jours comme moi quand je fais la vaisselle, par exemple, si t'as pas le goût de faire ça, t'as le droit. C'est sûr, t'as le droit. On demande à Notre-Dame des Cèpes. Elle va nous aider. Je vous l'avais dit, mon Agathe est une porte de forêt. Nos ancêtres sont importants. Ce sont eux qui ont construit le monde d'aujourd'hui. Ils font toujours écho avec nous, même dans l'invisible. L'Agathe nous dit « Soyez forts, mais laissez-vous toucher.
par le passé, par l'environnement, par les gens autour de vous. Laissez le passé s'infiltrer dans votre présent. Parfois, le passé a beaucoup de choses à dire. Puis il nous donne des clés de notre présent. C'est difficile de comprendre qui on est si on ne regarde pas un peu d'où on vient. Merci, rocheux. Merci, rocheuse. C'était votre fidèle veilleuse avec son regard farfelu sur le monde. J'espère que ça vous a fait du bien. Mycorhisez-vous. Guérissez vos ancêtres qui ne sont pas en paix pour pouvoir mieux avancer. Priez Notre-Dame des Cèpes d'Amérique. Je vous l'offre. Puis plus on va y croire, plus elle va être puissante. Ouais. Donc, je vous laisse écouter l'histoire. Je vous souhaite des belles discussions avec les disparus. Bonne écoute. Aujourd'hui, mon ami, je te raconte une histoire de fantôme. Une histoire de bonne femme. Et de mauvaise femme. Il y en a eu, il y en aura encore, mais parfois, elles aspirent à être bonnes, malgré la mort. Dersina est mon arrière-grand-mère. Je ne l'ai pas connue beaucoup du temps de sa vie. Elle était déjà partie. Son âme flottait autour d'elle, comme l'ondoiement orangé d'une sangsue. Elle nageait dans l'air, l'âme de cette grand-mère, dans l'onde claire de nos souffles de vent. Elle était perdue. Son cœur était éteint depuis longtemps de la lumière qui retient l'âme. Elle devenait de plus en plus lointaine, de plus en plus confuse. Elle était hors du temps. D'ailleurs, le temps l'avait presque oubliée. Elle est morte à 94 ans, en ne se souvenant plus de qui elle était. C'est peut-être aussi bien parce que ce qu'elle était méchant. Comment cela se passe-t-il dans l'autre monde? Eh bien, sa colère l'accompagne comme un carcajou. Sa méchanceté la suit comme une nappe de pétrole où est dressée la table de son éternité. Mais Dersina n'avait pas dit son dernier mot. Elle espérait toujours la lumière d'en haut. La première fois qu'elle est venue me voir, elle m'a lancé le couvercle d'une casserole par la tête. J'ai reconnu là le geste du fantôme assoiffé de communication. Je trouvais le moment mal choisi parce que, pour de telles conversations, il faut un esprit souple, comme un bouleau, frais et dispo. Et voilà que la veille, je n'avais pas bien dormi. Je la fis donc attendre un peu. Mais elle n'aimait pas attendre. Elle virevoltait entre toutes les maisons de ses descendants comme un cerf-volant qui appelle les orages. Elle voulait nous dire quelque chose. Elle criait à travers la sonnerie des micro-ondes, s'immisçait dans les esprits. Elle était impatiente. Elle n'avait pas de manière. Elle nous criait après, même dans l'autre monde. Le lendemain, je l'invitai donc à prendre place près de moi. Elle me prit les mains avec hâte et elle me parla longuement, avec sa voix d'un autre monde. Cette voix passait à travers moi comme le bruit d'une cascade profonde. Il y avait beaucoup de choses à dire. Il y avait toute cette colère qui lui appartenait. Elle me répétait « Elle vous appartient pas. Elle est à moi, et pas à vous. » Il y avait la peur, la culpabilité. J'étais méchante. Je sais, mon aïeul. Je sais. Puis il y avait de la peur. La peur de passer dans l'autre monde et que la colère et la méchanceté si follement diffusées dans l'arbre immense de sa descendance continuent de faire pourrir les racines. La peur rendait mon ancêtre folle comme du temps de la folie de sa vie. Elle nous avait donné sans le savoir une très grande partie d'elle. Elle me parlait tant et tant d'une voix qui ne s'arrête pas. Les flots de sa bouche étaient autant de rapides tortueux entourés d'oiseaux bruyants qui guettent les poissons sautillants des eaux oxygénées. Brasser l'eau de notre descendance est bon, c'est une question de continuité.
Comment l'avait-elle appris? Il y a des leçons même de l'autre côté, paraît-il. Des choses à comprendre et à transmettre à qui sait les entendre. Donc, je vous dis, c'est très pratique de parler aux fantômes. Mon ancêtre me parle d'une forêt. Allez-y, pour enterrer ma colère, les enfants. La forêt va s'en occuper. Ok, grand-maman. Priez pour moi, là. On priera pour toi. J'en ai besoin. Je sais, mon aïeul, je sais. J'étais méchante, mais on m'a fait du mal aussi. Je sais, mon aïeul, c'est souvent le cas. Dans ma chambre est apparu quelqu'un d'autre. Qui l'avait appelé de toute sa voix? Peut-être moi, peut-être Dersina, qui sait, mais ce n'est pas important. L'important, c'est qu'elle soit là, cette dame. Notre-Dame des Ceps d'Amérique. Son mycélium lui fait robe de forêt et terre riche. Elle porte la fougère comme un voile. Elle est cèpe, elle est chêne et feuilles mortes. Elle prend les âmes en peine dans le pli de son bras étincelant, même les mortes, surtout celles qui sont perdues dans la forêt des arbres couchés et qui pleurotent. « Écris sur elle, là !» m'a-t-elle dit en pointant Notre-Dame. « Écris, là, tes affaires, là, tes mots qui guérissent. » Oui, mon aïeul. Prie pour moi. Je vais prier pour toi. Prie pour ma paix. T'inquiète pas, je vais prier pour ta paix. Notre-Dame des Ceps, priez pour nous. Donnez-nous notre pain quotidien et nos sapinières odorantes, sporées des berceaux de terre. Champignonnez-nous d'âmes toutes puissantes. Guérissez nos cœurs asséchés, guérissez toutes nos méchancetés. Faites de nous des forêts d'offrandes et des ruisseaux de beauté. Notre-Dame des Ceps, priez pour nous, pour toutes les branches de nos chênes. Faites de nos âmes des forêts pluvieuses où poussent par milliers les fruits de vos filaments, chanterelles. Dans les bras de Notre-Dame, ma grand-mère est redevenue une enfant et elles ont disparu ensemble, comme deux morilles du printemps. J'ai su que mes racines étaient tranquilles maintenant.